changer. Bien, bonjour à tous. Je vais vous parler ni de médicaments, ni de technique, ni de chirurgie. Je cherche mes diapositives. Voilà. Mais je vais vous parler de stratégie dans les situations aiguës, puisque c'est mon rôle pour les 8 prochaines minutes, si j'ai bien compris. Pas de grand-chose de nouveau du côté du non-ST. On garde ce qu'on connaît, c'est-à-dire les patients à très haut risque et vont avoir une angiographie dans les 2 heures. Ces très haut risque, vous les connaissez, à risque ischémique, rythmique, hémodynamique. On sait parfaitement les identifier et il faut qu'ils soient dans le bon centre au bon moment. La catégorie intermédiaire, elle reflète souvent en fait la pratique quotidienne de tout un chacun. C'est-à-dire que la coronographie est faite le lendemain matin avec des patients qui ont quelques signes de gravité ou un score GRESS un peu élevé au-delà de 140. Et le risque intermédiaire, c'est tous les autres patients. Et on a quand même l'impression que des fois, la pratique fait que les patients sont quand même cathétérisés en France plutôt que ces fameuses 72 heures. Donc, pas de changement de ce côté-là. Sur le STEMI, il y a eu un peu de changement, en particulier sur les délais. Et je me suis permis, le long de cette présentation, de mettre quelques points d'interrogation pour discussion. On a un diagramme qui s'est simplifié. Je ne sais pas si c'est pour le meilleur, mais en tout cas, dès que le diagnostic d'infarctus est fait, on a 120 minutes pour revasculariser ce patient par angiopathie primaire. C'est un délai relativement long, qui me paraît même très long lorsqu'on parle d'un patient qui se présente dans la première heure de son infarctus du myocarde. Et on sait que c'est là où il y a un gros bénéfice à avoir d'une reperfusion extrêmement rapide. Alors, on a tous l'impression de travailler dans les grands centres, dans des grandes villes et d'avoir les patients très vite. Les chiffres montrent que ça n'est pas vrai et que même dans les grandes villes et même dans les grands centres, il y a des patients qui arrivent tard pour des tas de raisons, parce qu'ils sont présentés à un hôpital où il n'y a pas de salle de cathétérisme, parce qu'ils habitent au 5e étage d'un vieil immeuble et qu'ils ne peuvent pas sortir par l'escalier, et qu'il n'y a pas d'ascenseur, bien évidemment, et qu'on appelle la grande échelle, etc., etc. Et que donc, je sais que ce n'est pas politiquement correct ici, mais je vais vous parler de thrombolyse un instant pour vous dire que dans la prévention du choc cardiogénique, la fibrinolyse bat l'angioplastie primaire et qu'on a 3 études qui le montrent assez bien et qui ont été méta-analysées pour dire qu'en effet, il y a une rapidité d'effet qui fait que sur la prévention du choc et non pas sur le traitement du choc, on fait mieux avec une fibrinolyse qu'avec une angioplastie primaire. Pourquoi ? Bien, c'est très simple. En particulier, ces gros infarctus antérieurs du sujet jeune qui se présentent dans la première heure ou les 2 premières heures, eh bien, quand on rajoute 70 minutes, comme c'était le cas dans cette étude la plus récente, qui est Early Myo, qui est une étude chinoise en fait, on voit qu'on peut très rapidement doubler les délais d'attente du patient pour sa reperfusion coronaire et qu'une thrombolyse bien faite, avec les traitements associés antithrombotiques, permettra sans doute de faire un meilleur sauvetage myocardique qu'une angioplastie primaire retardée. Alors, juste un mot pour la fibrinolyse. Ça marche en particulier chez ceux qui se présentent tôt. J'insiste sur les early presenters. L'administration préhospitalière, c'est bien évidemment quelque chose qu'on sait faire dans notre pays et on devrait en profiter. Les patients jeunes, c'est chez eux pour lesquels il faut y penser parce que c'est aussi eux qui ont le moins de risque hémorragique à la fibrinolyse. Ce n'est pas seulement la fibrinolyse, c'est l'ensemble du traitement pharmacologique associé à la fibrinolyse et il y a d'autres médicaments à donner en même temps. Et puis, il faut penser que derrière, on accède à une salle de cathétérisme facilement. Donc, le transfert doit se faire vers un centre avec une salle de cathétérisme ouverte. Et ce délai sera bénéfique en cas d'angioplastie de sauvetage à effectuer. Alors, si on continue sur les recommandations, alors, bien évidemment, autrement, on préfère l'angioplastie primaire à la thrombolyse. Chez les patients qui se présentent plus de 12 heures après le symptôme, bien évidemment, on peut encore appliquer avec quand même un niveau d'évidence C une stratégie d'angioplastie primaire. Et puis, je suis un peu surpris par la dernière ligne, je mets un point d'interrogation. Elle n'est pas nouvelle, elle a existé avant dans d'autres recommandations. C'est de dire qu'on applique une angioplastie primaire sans discernement jusqu'à 48 heures et sans se poser de questions. Je pense qu'il y a un peu de discernement à faire. Il y a quand même des études randomisées qui ont été faites pour ces patients qui se présentent très tardivement après la douleur. Et ces études randomisées, toutes nous engagent à être prudents, en particulier quand on se rapproche du cut-off
de 48 heures. Et il y a une recommandation qui a disparu par rapport à celle du STEMI dans les revascularisations myocardiques. Je trouve ça un petit peu ennuyeux. C'est justement le fait que chez ces patients qui se présentent tard, eh bien, il y a une classe 3 pour faire de l'angioplastie. Il faut résister à la tentation d'ouvrir une artère bouchée depuis 2 jours chez ce patient. Alors, on continue avec l'angioplastie primaire dans les STEMI et bien évidemment la revascularisation en routine des autres lésions que celle de la lésion coupable va se faire maintenant dans la phase hospitalière. On ne fait pas sortir les malades et on ne les fait pas revenir. Plusieurs études, dont des études anglaises randomisées bien faites, qui suggèrent qu'il faut faire comme ça. Et puis, il y a cette recommandation un peu curieuse qui dit que le pontage doit être considéré chez les patients qui ont encore de l'ischémie et pour lesquels l'angioplastie n'est pas faite ou ne peut pas être faite. Enfin, je ne sais pas si à 2 h du matin, vous appelez vos chirurgiens pour revasculariser ces artères. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on fasse ça très souvent chez nous, en tout cas. Alors, le choc, c'est sûrement un domaine où on a vu des changements parce qu'il y a eu des données publiées. Vous avez ce petit algorithme qui vous dit comment faire, en particulier quand est-ce qu'il faut utiliser une assistance cardiaque chez les patients, quand est-ce qu'il faut sevrer les patients, quand est-ce qu'il faut évaluer l'état neurologique en particulier des patients. Et c'est assez utile, mais c'est essentiellement du bon sens. Alors, dans les recommandations sur le choc, on est tous d'accord que l'angiographie coronaire est une indication de classe 1, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On est tous d'accord que ce soit un STEMI ou un non-STEMI, eh bien, ces patients, on va leur reperfuser l'artère coupable et on va éviter de s'aventurer sur les artères accessoires. Et puis, il y a encore cette recommandation, on a l'impression d'avoir voulu faire plaisir aux chirurgiens, et que si vous avez un choc cardiogénique et que l'anatomie coronaire ne se présente pas bien pour l'angioplastie primaire, vous allez faire un pontage en urgence. Moi, j'ai du mal à me souvenir du dernier patient qui correspond à cette recommandation. Et puis, en cas d'instabilité hémodynamique, eh bien, vous appelez aussi le chirurgien pour vous aider à fermer une CIV, ou si vous êtes vaillant, vous allez la fermer vous-même. Je ne suis pas sûr qu'on fasse ça non plus en urgence, comme c'est indiqué ici, et on prend le temps en général de réfléchir. Mais tout ça est du niveau C, et on a beau avoir une classe 1, c'est sûrement quelque chose qui ne se fait pas exactement comme ça dans la vie de tous les jours. Alors, le traitement du choc, c'est le traitement des complications. C'est dans les cas particuliers que vous avez ici, eh bien, deux choses. Plus de ballons de contre-pulsion, mais souvent des assistances cardiaques, et puis ventriculaire gauche en particulier, et on reperfuse l'artère coronaire coupable. Alors, dernier point, pour terminer, il y a cette recommandation de niveau C, 2B, qui vous dit que vous pouvez faire appel à une assistance cardiaque chez ces patients en choc. Eh bien, ça mérite autre chose qu'un niveau C, et donc certains d'entre vous ont été contactés pour participer à l'étude encore avec Alain Combe, et on va évaluer cette recommandation de bas grade, niveau 2B, et on pense en effet qu'une ECMO chez ces patients-là peut être bénéfique, pas seulement pour les événements qu'on juge sur les critères composites, mais bien efficace sur la mortalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. On a le temps pour une question. Vous donnez un micro. Bonjour Gilles. Tu présentes comme une évidence aujourd'hui de dilater les lésions contralatérales à l'infarctus durant la même hospitalisation. Et pourtant, quand on a une activité importante d'infarctus comme tu l'as ou comme je l'ai dans mon centre, c'est pas neutre sur le plan financier. C'est-à-dire que tu vas faire une angioplastie en phase aiguë, ok, tu vas à côté de ton infarctus avec pose de stent, et puis tu vas faire une deuxième angioplastie qui va rentrer dans le même GHS que celui du patient qui n'aura eu qu'une angioplastie avec pose de stent. Et ça, c'est quand tu fais 400 phases aiguës par an, ça veut dire que la moitié de tes patients, c'est les pluritronculaires à peu près. Donc c'est pas du tout neutre. Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer le GHS à ce moment-là pour pouvoir financer ce fait de dilater pendant la même hospitalisation un patient sur les artères contralatérales? Sûrement. Ce qu'il ne faut pas faire, je pense, c'est ce qui a été fait dans les bras contrôle des études randomisées, c'est-à-dire qu'avoir des lésions très critiques sur des artères contralatérales et laisser partir les patients.
parce qu'ils font des récidives ischémiques très fréquentes, et ceux-là, il faut les traiter dans l'hospitalisation. Il n'est même pas question de faire un test d'ischémie ou une FFR. Ces patients-là, ils ont une lésion à 95% sur une attaque contralatérale, on ne le laisse pas partir, on le fait. Pour les autres, je suis d'accord, et peut-être que la stratégie ancienne est bonne aussi, et que le patient peut revenir quelques jours ou quelques semaines plus tard. Mais voilà, je suis assez ferme sur ce qu'il ne faut pas faire. Sur ce qu'il faut faire, il y a un petit peu de marge, et peut-être qu'il faut réévaluer en effet la manière dont on rembourse ces gestes-là.